Alors, s'il vous plaît, il y avait, bien sûr, si on suit le programme, il y avait M. Nasser Haider, directeur général de Salem Bank, qui devait prendre la parole. Il n'est pas là. Il devait parler dans le cadre juridique de la finance islamique en Algérie, l'aspect islamique de la finance islamique qui vient d'intégrer notre système financier algérien. Et malheureusement, c'est effectivement un sujet très intéressant et très important. Et donc, nous allons tout simplement donner la parole à M. Ismail Benaïssi. On va dire que les meilleurs fiscalistes n'ont pas été des économistes, ne sont pas économistes, mais ils sont surtout des juristes. Nous allons présenter très rapidement M. Maître Ismail Benaïssi. Je dirais aussi qu'il nous est agréable de le présenter. Notre confrère nous vient du barreau de Paris. Il est docteur en droit et spécialisé en fiscalité. Alors à vous l'honneur, monsieur. Merci. Merci, madame. Mesdames, messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, je suis ravi de votre présence, car c'est la première fois que l'UIA organise un séminaire à Alger, en collaboration avec le barreau d'Alger. C'est une première et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Alors, mon intervention va porter sur le rôle de l'avocat. Il n'est pas question ici de faire un cours, mais de rappeler certains textes, et surtout des affaires qui ont quand même défrayé la chronique, surtout sur le rôle des avocats et quelles ont été les conséquences de l'avocat dans des affaires. Certains ont été condamnés. Alors, bien entendu, je ne citerai aucun nom d'avocat, mais je citerai les affaires. Alors, quelques mots. Vecteur. Vecteur, alors qu'est-ce qu'on entend par vecteur? Vecteur, très simple, au sens strict. Le mot vecteur a été inscrit jusqu'au XVIe siècle, qui veut tout simplement dire conducteur de véhicule, conducteur d'un bateau, c'est ça le vecteur. Si vous prenez la roue, le vecteur, c'est le sens, la direction. Mais si on prend au lato sensu au sens large, le vecteur, c'est quoi? Le vecteur, c'est l'avocat qui participe, qui est l'une des composantes, justement, de l'investissement et le développement économique. Car le fiscaliste, dans toute emprise, vous devez avoir un fiscaliste. Vous ne pouvez pas, effectivement, l'entreprise ne peut pas avoir à faire une activité sans fiscaliste. La fiscalité touche tous les domaines, que ce soit les successions, le social. Alors, quel est le rôle de l'avocat? Alors, d'abord, dans une entreprise, il y a un axiome, il y a un principe très simple qu'il faut connaître. 3 étapes. Il y a la comptabilité, première étape, le droit, deuxième étape, la comptabilité et la fiscalité. Pourquoi? Parce que avant de passer la comptabilité, on doit avoir des documents juridiques. Quand vous passez effectivement un achat de marchandises, vous devez avoir une facture. Donc toute écriture comptable doit avoir un support juridique. Vous ne pouvez pas avoir une écriture sans support juridique, sinon c'est un bilan, faux bilan, une écriture fictive. Et il ne faut pas être plus royaliste que le roi, parce qu'il faut passer toutes les écritures tout simplement en comptabilité. Ce n'est que dans une 3e étape, en fiscalité, que vous allez examiner si cette écriture est déductible ou n'est pas déductible. Et c'est là où intervient effectivement la différence entre l'expert comptable et le fiscaliste. L'expert comptable est là pour établir des comptes, pour préparer des budgets, pour des liens financiers. Et le fiscaliste, c'est pour orienter, pour dire, voilà, je vous emmène sur telle solution, mais dans la légalité fiscale. Mais nous avons la légalité fiscale, nous avons l'évasion, la fraude et l'optimisation fiscale. Alors, rapidement, la fraude, c'est quoi? C'est très simple. Ben, vous faites des fausses factures, c'est de la fraude. Des personnes qui résident, par exemple, en France et qui ont des avoirs à l'étranger non déclarés, c'est de la fraude. Tout simplement. Je vais vous parler de l'affaire Falciani, par exemple. En revanche, l'évasion, c'est quoi? L'évasion, c'est utiliser les lacunes, les faiblesses, les artifices de la législation d'un État pour payer moins d'impôts, voire ne pas payer d'impôts. C'est ça l'évasion fiscale. Et l'optimisation fiscale, on peut aller vers la légalité, vers la fraude ou vers, bien sûr, l'évasion fiscale. Alors, il y a quelques années, je vous donne un exemple de légalité fiscale, même pas d'évasion fiscale, où vous connaissez la grande société Airbnb, vous avez une personne qui habite en Australie et qui veut un appartement dans Paris, elle passe par ce site. Et Airbnb, effectivement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, écoutez, pas de problème, vous payez, tout est payé par carte bleue, donc il ne peut pas avoir de fraude. C'est clair? Et par la suite, elle reverse une commission. Alors, à Paris, il y a un journal, Le Parisien qui a publié, vous savez, dans les encarts publicitaires,
les impôts, la bonne combine d'Airbnb. Ah, Airbnb, elle fait 70 millions de chiffre d'affaires, et finalement, elle ne paye que 60 000 € d'impôts. Ce qui est faux. Mais le lecteur, quand il voit ce journal, il dit, eh ben, alors, c'est des fraudeurs. Pas du tout. Pourquoi? Parce que Airbnb a 3 sociétés. Elle a une société qui se trouve en France, qui fait simplement de la publicité, qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Elle a une société qui se trouve à Londres, qui fait du recouvrement. Et elle a une société qui se trouve en Irlande. Et cette société en Irlande, son chiffre d'affaires est en Irlande, il n'est pas en France. En France, effectivement, un article qui est très clair, l'impôt sur le bénéfice est taxé sur les bénéfices qui sont réalisés en France. Principe de territorialité, tout simplement. Donc, ce qui est faux. Et pourquoi? Parce qu'en France, le taux d'imposition est de combien? 28%, à l'époque, il était de 50%. L'Irlande, Airbnb est à 12,5%. Donc, ils n'ont pas intérêt à venir en France. Alors, voilà pour cela. Alors, le rôle de l'avocat fiscaliste, il faut qu'il soit dans la légalité. Quand vous recevez un client, il faut tout lui expliquer. Mais il n'est pas question d'être complice. Il faut le client, il faut le diriger. Il faut faire très attention. Alors, il y a des affaires qui ont défrayé la chronique. Et vous avez entendu parler de certaines affaires. Panama Papers, cette affaire qui se trouve au Panama, avec des cabinets d'avocats qui, eux, font de la publicité. Ils disent, ah, venez, pas de problème. Ben, c'est eux qui sont complices. Vous avez aussi l'affaire Paradise Papers. Vous avez des affaires sur Footleaks. Footleaks, vous savez ce que c'est, Footleaks? Il y a un grand footballeur, Messi, qui a été condamné. Pourquoi? Mais Messi, c'est un footballeur. Est-ce que vous pensez que lui peut aller faire ses placements? Non, il a eu des conseils. C'est ces conseils qui ont effectivement fait ces placements. Vous avez aussi HSBC. Alors HSBC, vous avez à Genève, vous avez des conseillers financiers, vous avez des avocats qui vous disent venez placer. Alors, vous êtes au courant de l'affaire HSBC? Falciani qui a volé des fichiers informatiques. Et qu'est-ce qu'il a fait des fichiers informatiques? Il est allé entrer en contact avec l'administration fiscale française. Carrément avec les renseignements généraux de l'administration fiscale française. Mais comme l'administration fiscale ne pouvait pas le coincer en France, on lui dit, bah, écoutez, vous allez venir en Suisse, pardon, il ne pouvait pas le coincer en Suisse, vous venez en France, et moi je vais faire une demande tout simplement devant le parquet de Nice pour perquisitionner. Effectivement, alors Falciani a attendu la perquisition du procureur Éric de Montgolfier, et ils ont trouvé les fichiers. Et ces fichiers, l'administration s'est basée sur ces fichiers pour, effectivement, essayer de faire des propositions de rectification. Mais toutes les personnes qui étaient à l'étranger, ces personnes, elles ont été conseillées. Elles ont été conseillées par des fiscalistes. Et c'est là que joue le rôle de l'avocat fiscaliste. Il ne faut pas qu'il rentre dans le système de fraude. Vous avez aussi des affaires dont des avocats ont été condamnés, je ne citerai pas. Mais vous avez entendu parler de l'affaire Wildenstein. Ça a été le casse du siècle. Pourquoi? Parce que c'est l'un des plus grands marchands d'art dans le monde. Et ces avocats ont bien joué puisqu'ils ont gagné sur la prescription. Vous avez aussi le dossier, je peux en parler parce que de toute façon c'est sur le site internet Nina Ricci, qui avait des conseillers fiscaux qui lui ont dit venez. Alors ces avocats, à mon avis, ça n'engage que moi, ils ont mal joué. Pourquoi? Parce qu'au lieu de trouver un système de régulation, on dit non. On dit bah, on va dire que vous avez votre foyer permanent d'habitation, donc vous ne résidez pas en France, ce qui est faux. Et bien là, il a été condamné. Donc l'avocat, il a un rôle très important parce qu'il doit conseiller et orienter toujours dans la légalité, mais attention de ne pas rentrer dans un système. Alors, nous les fiscalistes, nous sommes très mal vus par le fisc, et aussi, il y a des textes qui sont votés de partout. Et vous avez ici, par exemple, la commission Panama. À la suite de l'affaire Panama Papers, la commission Panama a proposé des recommandations au Parlement européen. Et le Parlement européen a carrément légiféré là-dessus. Je vous lis ce que dit le Parlement européen. Les avocats qui prodiguent des conseils à leurs clients devaient être tenus juridiquement co-responsables lorsqu'ils abordent des dispositifs de planification fiscale agressive, punie par la loi, ou des systèmes de blanchiment de capitaux. Fait observer que lorsqu'un avocat se rend complice de fraude, il est passible de sanctions pénales et disciplinaires. Et nous, on est tous d'accord. Si l'avocat est dans l'illégalité, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné. Mais j'ai ici un arrêt de la Cour de cassation en France. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Qu'est-ce que nous dit cet arrêt de la Cour de cassation? La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduite de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques fiscaux. C'est-à-dire que je reçois un client qui vient me parler de son affaire, automatiquement, à partir du moment où j'ai eu simplement connaissance, ça signifie que j'ai une présomption de responsabilité.
Et c'est là où il intervient une déclaration de soupçon. Alors, une déclaration de soupçon, c'est-à-dire qu'on nous oblige à faire de la délation, à dire, ben voilà, il faut aller dire, dans telle affaire, qu'est-ce qu'elle a comme activité. Alors, un avocat que je connais, Michaud, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire que c'est contraire à l'article 8, bien entendu, la Convention européenne sur le droit de respect de la vie privée. Et la Cour européenne a dit non, il n'y a pas de violation du respect de la vie privée. Mais attention, il y a un filtre. Vous avez, vous les avocats, la possibilité de vous adresser à votre bâtonnier. Mais bon, c'est clair, je reçois un client, je ne vais pas faire une déclaration de soupçon. On multiplie encore avec des sanctions. Récemment, la France a voté une sanction et dire que l'avocat qui est dans l'illégalité, hein, il peut être condamné, en dehors du pénal, à 50% du montant des honoraires, soit. Mais ce qui est important, c'est l'échange automatique de renseignements. Il y a une convention qui a été signée sur l'échange automatique de renseignements et qui permet dorénavant, pour les signataires, tout simplement, effectivement, de faire une demande par un État où l'autre État répond systématiquement. C'est-à-dire, voilà, vous me donnez sur telle personne tous ses comptes bancaires, etc. Alors qu'avant, non, vous deviez passer par une convention fiscale. Mais ce n'est pas infaillible. On ne peut pas passer outre cette convention. Il y a toujours des moyens. Je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui réside en France, qui quitte la France. Et bon, ça ne m'intéresse plus. Elle a quelques millions de côté. Elle dit, je ne peux pas les amener en France, etc. Je ne peux pas les apporter. Alors qu'est-ce que je fais? Elle va aller dans les îles Pacifiques. Et elle va acheter un passeport. Je dis bien qu'elle va acheter un passeport. L'OCDE se pose ce problème d'achat de passeport. Elle achète un passeport. Elle revient après, par exemple, en Suisse, elle dit, écoutez, voilà. Alors les banquiers suisses lui disent, mais monsieur, mais vous résidez où, monsieur? Ah ben moi, je réside pas en France. Je réside à l'époque en France, mais je réside pas en France. Je réside, je ne dirai pas le nom de l'île. Ah bon, ben très bien. Alors l'administration, qu'est-ce qu'elle va faire? L'administration, elle va envoyer peut-être des recherches, une proposition de rectification à cette île, mais elle va aller directement transversale. Elle ne répondra pas. Tout simplement. Donc, l'OCDE se pose des problèmes sur l'achat de passeports. Je dis bien l'achat de passeports, et c'est pas un minimum. Alors, conclusion, je dirais la chose suivante. Nous devons, nous les avocats, travailler dans la légalité. Je dis bien dans la légalité. Il ne faut pas aller dans le sens du client. Le client, il faut dire, voilà, monsieur. Quand vous le recevez, voilà, vous êtes dans l'illégalité. Vous les régularisez, c'est votre problème. Vous ne voulez pas régulariser, je suis prêt à vous aider. Mais il ne faut pas rentrer dans le système parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc il faut être légaliste. Je dis bien être légaliste. Je ne ferai pas de délation, je ne ferai pas de déclaration de soupçon. Quand on vient d'avoir, je ne la ferai pas. Parce que je ne suis pas ici pour dénoncer un client. Je suis tenu par le secret professionnel. Le secret professionnel est intangible. On ne doit pas s'amuser à faire cela. Donc, je dirais une seule chose pour terminer, c'est que, mes chers consoeurs et mes chers confrères, il ne faut pas chercher, on ne doit pas chercher il ne faut pas se demander ce que la justice peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour la justice. Et je vous remercie.